آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de Napoléon dans les relations entre la France et l'Afrique. La commémoration de Napoléon a été un grand événement dans le monde. Hommes d'État, écrivains et historiens ont reconnu la valeur de cet homme politique qui a marqué l'histoire de France. Et pourtant, c'est aussi ce Napoléon qui mit fin à l'indépendance d'Haïti et emprisonné en France Toussaint Louverture. Au regard de l'évolution et de la lecture de l'histoire actuelle, nous, Africains, pouvons-nous interpréter l'histoire de cet homme comme les Français ou les Anglais et les Américains? N'existe-t-il pas une spécificité africaine de lire Napoléon au regard des relations entre la France et les pays africains? Comme vous le savez, toujours accompagné de mes fidèles invités, M. Moussadji, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous faire l'amitié d'être ici ce soir. Merci. Pour essayer d'éclairer certains points qui paraissent sombres sur ce personnage qui est Napoléon. Ben, en face de vous, vous avez le consultant permanent, M. Abdallah Kono. Bonjour. Bonjour, M. Ahmed Binyumba. Merci de nous faire l'amitié encore d'être ici. C'est un plaisir d'être là sur la place publique et contribuer au débat. Alors, avant de revenir vers vous, je sais que là, les intestins sont en train de bouillonner et toute la connaissance. Non, alors, nous allons convier nos téléspectateurs, et vous aussi, à regarder cet élément que nous a préparé la régie et on se retrouve juste après. De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. Que faut-il retenir de Napoléon? La question déchaîne les passions. Pour ses partisans, Napoléon est avant tout le bâtisseur de l'État moderne. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, les lycées ou encore le baccalauréat, c'est lui. Mais ses détracteurs rappellent sa part d'ombre, notamment les campagnes napoléoniennes sanglantes et le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises. À l'approche des commémorations, le Conseil représentatif des associations noires avait fait part de sa colère. Si M. Macron persiste à vouloir célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5, il ne sera plus digne de célébrer l'abolition de l'esclavage le 10. On ne peut pas célébrer une chose et son contraire. Moussadji, à chaud comme ça, quelle est votre réaction? Bon, mais ma réaction, c'est celle d'abord de la reconnaissance d'un grand homme, qui est Napoléon, parce qu'on ne peut pas briller dans l'histoire sans être grand. Mais l'histoire aussi est faite de ce qu'on peut appeler des zones d'ombre. En fait, Napoléon fait partie de ces hommes politiques qui sont coincés entre deux territoires. D'un côté, l'Italie et de l'autre, la France. En fait, c'est un frontalier, comme vont l'être Omar Bongo, comme vont l'être Pascal Lissouba, comme vont l'être aussi Hitler. Donc, ils sont toujours au chambranle des deux frontières avant de faire la conquête de l'espace national où ils vont s'intégrer totalement pour faire peut-être mieux que les autochtones. Alors, sur Napoléon, il faut dire que c'est quelqu'un, et là on ne l'a pas évoqué, il a brisé la Révolution française. En ce sens que c'est avec Napoléon où, au moment où on veut maintenant entrer dans l'ordre constitutionnaliste, ou dans la Constitution, comme l'exigeait la Révolution française, pour mettre fin à l'ancien régime. Mais voilà que Napoléon vient faire un coup d'État. C'est avec lui qu'on peut dire aujourd'hui que les militaires deviennent dangereux dans l'histoire, en ce sens que, formés à l'école militaire de Brienne, alors, au lieu que ces actions militaires servent la République, alors il va les récupérer pour que, finalement, dans l'histoire africaine, par exemple, l'armée devienne finalement un ordre qui sera plus ou moins transgressif pour
la République. Les coups d'État. Monsieur Abdallah, Oui. que pouvez-vous, à chaud comme ça? Non, personnellement, Napoléon, grand homme qui a marqué l'histoire, je peux dire, pas que de la France, mais l'histoire du monde contemporain. Parce que lorsqu'on va diviser l'histoire, le monde, l'époque contemporaine part de la Révolution française à nos jours. Effectivement. Donc, à la limite, nous pouvons dire que Napoléon est le premier grand homme de cette période de l'histoire, ok, où a vécu les Hitler, les Mussolini. Donc il s'inscrit dans cette logique. Il est arrivé dans l'histoire de France, parce que nous sommes à la fin de la Révolution française a mis un terme à la monarchie. Mais quel était le contexte global? C'est bien beau de présenter Napoléon comme un putschiste, comme un va-t-en-guerre, mais il n'a pas également organisé son coup d'État et son accession au pouvoir au hasard parce qu'il le voulait, mais peut-être parce qu'à l'époque, les civils n'ont pas été à la hauteur. Et lorsque les civils, comme aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur, l'armée qui est là pour préserver l'intégrité de la nation est obligée de ramener l'ordre par tous les moyens. Attention, j'espère que vous n'êtes pas là pour ouvrir une voie aux putschistes militaires. Alors, monsieur Moussadji, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet homme qui est Napoléon? Beaucoup ne le connaissent pas. Napoléon est né en 1769 à Ajaccio, en Corse, donc pratiquement du côté de l'Italie. Et ce qui est bizarre, c'est que, en ce qui concerne la Corse, Jean-Jacques Rousseau avait déjà dans un de ses ouvrages, un jour s'est-il étonné l'Europe. Et Napoléon va donc quitter à l'âge de 9 ans sa petite ville d'Ajaccio pour venir à l'école militaire de Brienne. Et c'est à Brienne où il va s'incruster, il va s'intégrer dans la culture française. D'ailleurs, il a dit quelque part que c'est Brienne qui a été ma première partie. C'est un peu comme le Prytanée militaire aujourd'hui, donc c'est une école militaire. Alors, qu'est-ce qui est marquant dans le personnage de Napoléon quand il est à Brienne? Il aime l'Antiquité, il aime l'histoire, et un grand personnage va le marquer, c'est le personnage de César. César. Donc, il a beaucoup lu même les guerres de César. Les guerres de César, voilà, il a beaucoup lu les guerres de César. Donc, voyez-vous, la conquête de la Gaule. Et vous allez voir que cette conquête de la Gaule, c'est-à-dire la conquête de la Gaule par César, ou la conquête de l'Europe, lui aussi, à sa manière, il va se l'approprier. Et puis, soit dit en passant, il va devenir un grand capitaine qui va sauver plus ou moins la Révolution française des monarchies qui voulaient en fait, qui voulaient en fait rétablir l'ordre des Bourbons. Et c'est à ce moment-là qu'il va comprendre une chose, c'est que la même Révolution française avait déjà élaboré ce qu'on peut appeler une nouvelle législation, celle des droits de l'homme et celle de l'abolition des privilèges. C'est dire que la France n'était plus cette France-là qui devait seulement être, dont les maîtres seraient ceux qui appartiennent à la noblesse. Mais lui, fils du peuple, désormais, il pouvait aussi jouer sa carte. Et voilà comment Napoléon, fils du peuple, un inconnu, à côté des barons, à côté des comtes, à côté des archiducs, fait entrer l'homme du peuple dans l'histoire. Ceux qui n'ont ni adresse, ceux qui n'ont ni prénom, vont désormais entrer dans l'histoire de France pour devenir des empereurs. Mais au-delà, c'est un homme qui, à sa manière, a écrit ses lettres d'or dans l'histoire française. La preuve en est, si aujourd'hui on parle par exemple de l'égyptologie, avec les Champollion, mais c'est pendant la campagne d'Égypte, lorsqu'on dit ça... Nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir. Alors, monsieur Akono, pourquoi les siècles 18e et 19e siècle sont-ils importants dans l'histoire de l'Afrique? Bon, ici, si nous pouvons remonter un tout petit peu le temps, nous partons au 15e siècle. C'est-à-dire que tout part du 15e siècle avec les grandes découvertes. Les grandes découvertes, les grandes expéditions maritimes, les grands navigateurs portugais, la découverte de l'Amérique. À partir de là, le continent africain va intégrer le phénomène de mondialisation. Parce que la mondialisation ici n'est pas un fait récent. La mondialisation date du 15e siècle, du 16e siècle. Avec la découverte de l'Amérique, le contournement de l'Afrique pour atteindre les Andes par le cap de Bonne-Espérance.
Ok? À partir de là, l'Afrique sera victime de la traite négrière, ok? Qui va s'étendre jusqu'au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, on parle de l'abolition de l'esclavage. Donc l'esclavage va être aboli dans les colonies britanniques, dans les colonies françaises. Donc à partir de là, de nouveaux rapports vont... En fait, ces rapports nés du 15e siècle, du 16e siècle, en fait, vont subir une petite modification avec l'abolition de l'esclavage. À partir de là, les puissances européennes, en ce qui concerne l'Afrique, en abandonnant la traite négrière, il faut la substituer par un nouveau mécanisme. Et ce nouveau mécanisme-là, c'est la colonisation. On ne va plus se limiter à la région côtière. Il va falloir maintenant monter des missions exploratrices pour aller inspecter le cœur de l'Afrique, aller inventorier, aller découvrir. Donc c'est dans cette optique-là que le 19e siècle devient important pour l'Afrique. On vient à peine d'abolir l'esclavage, il faut substituer l'esclavage à la colonisation. Donc à partir de là, des personnages comme Napoléon vont jouer un rôle important. Il a parlé de la campagne d'Égypte. Napoléon, dans ses ambitions césariennes, okay, ou bien dans ses ambitions à la hauteur d'Alexandre le Grand de Macédoine, okay, va vouloir conquérir le monde et soumettre le monde à sa domination. La France aujourd'hui, dominant l'Europe, sous Napoléon, est susceptible par ricochet de dominer l'ensemble des colonies d'Afrique, okay, qui sont la chasse gardée des pays européens qui l'auraient assujetti. Alors, Monsieur Msadji, Oui. Quel est l'événement qui fait de Napoléon un personnage choquant pour les Africains? Oui. Mais, c'est vrai qu'il est venu en Égypte, oui, on dirait même qu'il s'est converti à l'islam. Mais vous avez vu le documentaire. Effectivement. Et je pense qu'il y a plusieurs événements choquants hein, dans l'histoire de Napoléon, et surtout voir comment la classe politique africaine va récupérer hein, ce personnage de Napoléon. Il y a déjà l'abolition de l'esclavage en Haïti. Ça, c'est en tout cas un véritable coup de frein au progrès. Parce qu'en réalité, si l'indépendance d'Haïti s'était passée dans de bonnes conditions, peut-être qu'on n'aurait pas attendu 1960. Hein. On n'aurait pas attendu 1960. Mais pour être indépendant. Oui, il a anticipé sur des éléments qui font de telle sorte qu'on a montré les limites du noir et finalement, Haïti est tombé dans une décadence que nous connaissons tous. Mais, je comprends, Napoléon est un patriote. Vous savez que à l'époque, c'est l'île de Saint-Domingue qui était vraiment la grande source du sucre. Or, le sucre, les plantations de canne à sucre étaient importantes. C'était le pétrole de l'époque. C'était le pétrole de l'époque. Ce coup d'État s'explique par le fait que si on libère Haïti, de quoi allons-nous vivre? Et vous vous rappelez bien le personnage de Cocombo dans le livre de Voltaire, quand il dit que c'est à ce prix que nous mangeons du sucre en Europe. Bien. Donc, il a défendu l'économie française. Comme aujourd'hui, Shell, les sociétés pétrolières, ont voulu défendre la France. Chaque fois qu'il y avait un homme politique qui voulait vraiment, plus ou moins, mettre en difficulté les intérêts français. Deuxième point que je trouve très dur, hein, très terrible dans l'histoire de Napoléon, c'est que Napoléon a encore retardé l'histoire sur quel plan? C'est qu'en 1908, si je ne me trompe pas, il signe le concordat avec le pape. En ce sens qu'il ramène, c'est-à-dire qu'avec la Révolution française, il y avait déjà la séparation entre l'Église et l'État. Mais que fait Napoléon? Il restaure l'autorité de l'Église catholique alors qu'avec la Révolution, nous entrons dans la laïcité. Et vous voyez-vous, il a fallu encore attendre 1905 avec le Lacombe pour que finalement, il y ait cette rupture totale. Napoléon, son mariage avec Joséphine, mais voyez-vous, l'auto-sacre de Napoléon, le sacre de Napoléon. Mais c'était une bêtise, alors qu'en France, il y avait la misère. Il y avait la misère en France à l'époque. Il faudrait qu'on le sache, qu'il y avait la misère. Mais Napoléon fait fi de l'héritage
de la Révolution française pour la retarder. Napoléon, c'est encore le pouvoir excessif, c'est une dictature de l'État. Celui qui va créer le ministère de la police, voyez-vous, avec des hommes comme les Fouché, où finalement, chacun aura une fiche. Napoléon, qui est devenu aujourd'hui mais oui, l'intérieur. oui, et toujours sous le ministère de la police avec Napoléon, avec Fouché, il y aura même une fiche des Noirs et des Arabes. Il faut contrôler les Noirs, parce que ce qui s'est passé à Haïti, c'était un événement sans précédent. Donc, voyez-vous, les mécanismes de Napoléon ont une répercussion sur l'Afrique. Et voyez-vous, lesquels qui vont imiter Napoléon? Nous avons l'empereur Bokassa. Et nous savons. Du Centrafrique. Du Centrafrique. Et nous savons ce que ça a donné. Enfin, je m'arrête là pour le moment. Monsieur Akono, Napoléon est-il un grand patriote français ou un colonialisme pour les Africains? Je dirais Napoléon est avant tout un Français, dirigeant français, défenseur des intérêts du peuple français à son époque. Mais jusqu'alors, il continue la même politique. Donc aujourd'hui, je vais dire avec aisance que Napoléon serait certainement le père de ce que nous qualifions aujourd'hui de France-Afrique. Parce qu'il a défini les rapports. Il a posé les jalons même. Il a posé les jalons, les bases, en fait, des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Et il a montré l'intérêt qu'aurait la France à garder une mainmise sur ses territoires d'outre-mer, sur ses territoires des Antilles, sur ses territoires d'Afrique, pour la prospérité économique, la prospérité sociale du peuple français. Et pour atteindre ces objectifs, on ne pouvait qu'avoir des attitudes césariennes, aller à la conquête du monde, et imposer l'ordre dans les territoires par la force. Et je dirais ici que Napoléon est en quelque grand patriote parce qu'il a posé les bases, comme on l'a dit ici, dans le documentaire, de l'État moderne français, des institutions modernes. Et lorsqu'on va parler de la révolution, oui, la révolution a emmené ces institutions, mais Napoléon, en soi, a également réalisé une autre révolution en France, une révolution institutionnelle. Et ce sont aujourd'hui ces grandes institutions-là qui font le modèle français, qui font aujourd'hui le modèle gabonais. Parce que nous fonctionnons au modèle français, et ce modèle français ici, nous le tenons de Napoléon, le franc, la Banque de France. Donc un système monétaire centralisé. C'est Napoléon. Donc, il faut d'abord voir ici ce patriote-là qui a voulu que son pays ait une certaine stabilité politique et économique, quitte à écraser les autres peuples. Et toutes les nations, aussi grandes qu'elles soient aujourd'hui, sont en arrivée à ces méthodes. Napoléon n'a pas inventé la roue, Napoléon n'a fait qu'imiter ses prédécesseurs. Effectivement, puisque au chevet de son lit, il y avait un grand livre, celui de Machiavel, le livre de César, les conquêtes de César. Les conquêtes de César, alors, et même Scipion l'Africain. Effectivement, Scipion l'Africain. Alors, mais, M. Moussadji, quel est le paradoxe de la science par Napoléon et la domination des peuples étrangers? Vraiment, là, il existe un véritable paradoxe entre Napoléon, l'homme des sciences, et la domination des peuples étrangers. Nous l'avons vu lorsqu'il est arrivé en Égypte. Bon, c'est vrai que les écrits ont essayé de décrire tout ce qui s'est passé. Ils venaient avec une idée en Égypte. Certains que le sultan de l'époque voyait déjà en Napoléon cette puissance, parce qu'il y a beaucoup de citations qu'on n'a pas voulu faire passer ici, de Napoléon dans la domination étrangère. Bien, je crois que c'est ça la complexité et peut-être la fascination du personnage de Napoléon. Et il faut dire de Napoléon que c'est vraiment un homme de culture, hein? C'est un grand homme de culture. Et d'ailleurs, même quand on lit ses lettres, le texte napoléonien est un texte bien écrit, c'est un classique. C'est pas pour rien que beaucoup des écrivains comme les Stendhal, les Balzac, ont vraiment ont glorifié cet homme-là. Mais déjà, nous sommes au XVIIIe siècle. Et comme l'a dit M. Akono, il y a déjà la modernité qui commence.
Napoléon nous montre que désormais, la science est un pouvoir allié à l'État. La science est un pouvoir qui doit contribuer au rayonnement de la France. Mais la science est un pouvoir qu'il faut aussi partager aux autres peuples. Mais derrière ce partage, c'est-à-dire que ce partage humaniste, c'est la domination. C'est la domination de la France qui doit désormais se faire dans le monde. Il lisait la conquête, il lisait César. Mais lui, il se voulait qui? Un nouveau César? Il se voulait qui? Un nouveau Charlemagne? En réalité, Napoléon n'est autre que ce patriote qui comprend, pour l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le droit international aussi poussé qu'aujourd'hui, où nous avons l'ONU, il avait vite compris qu'il n'y a que par les conquêtes qu'on peut agrandir son pays. Et la science y a un rôle à jouer, la diplomatie y a un rôle à jouer, l'armée y a un rôle à jouer. La preuve en est, c'est que lorsqu'il fait la campagne d'Égypte, mais tous les grands savants sont avec lui. Effectivement. Et comme nous le disions il n'y a pas longtemps, comme le disait mon confrère Akono, hein, il veut d'une grande France. C'est Napoléon qui crée l'école normale supérieure. Hein? C'est Napoléon qui crée la Canale. C'est Napoléon qui crée l'Institut de France. Mais pour quelle raison? Mais pour que la France remplace Rome. Or, dès que se pose la suprématie de la science et de la politique, il y a aussi ce qu'on appelle la domination des peuples. Et c'est pourquoi, voyez-vous que les mécanismes napoléons ont toujours été des mécanismes contradictoires. C'est-à-dire que dans les grands projets de Napoléon, il y a toujours ce qu'on peut appeler il y a une continuité dans la discontinuité. Lorsque, par exemple, Napoléon met l'ordre en France avec une constitution forte, vous savez que c'est Napoléon qui va être le premier leader politique en France à rencontrer ce qu'on appelle l'opposition. Et lorsqu'il prend le pouvoir, lesquels qui sont contre ce régime, vous avez les Benjamin Constant, vous avez les Madame de Staël, vous avez les Chateaubriand. Mais qu'est-ce qu'il fait Napoléon? Il muselle cette même opposition. Hein? Il muselle cette même opposition. En fait, ce sont des pratiques à la fois démocratiques, mais derrière, il y a du véritable machiavélisme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans certains Africains. Hein? C'est-à-dire que, ouvertement, on parle de l'opposition. Mais dans le fond, on la muselle, on la détruit. Pourquoi? Parce qu'on veut rester au pouvoir. Et Napoléon n'a pas respecté la Constitution pendant tout son règne. La preuve en est, il a fallu une défaite, 1814, à Waterloo, pour que Victor Hugo puisse écrire dans un de ses poèmes « Enfin l'aigle baissa la tête ». C'est-à-dire, cet homme qui était un poète en action, cet homme qui avait régné par la force et qui a déjà, vous l'avez dit, qui avait déjà mis les jalons d'un Hitler, parce que sur le plan militaire, Hitler a perpétué une part de l'action napoléonienne. Effectivement. C'est ce qui fait de telle sorte que dans tous nos États, il y a une dimension napoléonienne. Que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Kadhafi, que ce soit Thomas Sankara, il y a une dimension napoléonienne. C'est-à-dire que c'est l'homme de sabre. Même le feu. Oui, l'homme de sabre. Oui, même Idriss Déby, la preuve en est. Vous voyez que Idriss Déby meurt au combat. Mais c'est comme ça que Napoléon, c'est une très belle image. C'est comme ça que Napoléon se battait. Il partait lui-même en guerre. Il partait lui-même en guerre. Un président soldat. Un président soldat ou un soldat président. C'est ça Napoléon. Et Napoléon veut une force intellectuelle, mais une élite qu'il subordonne à ses caprices. C'est pour cela que jusqu'à sa chute, Napoléon a retardé une part de l'histoire française. La preuve en est, prenons par exemple son exemple en Afrique. Quand Napoléon passe au pouvoir, c'est lui qui va créer la Légion d'honneur. Mais la Légion d'honneur, Napoléon n'est pas républicaine. Lorsqu'il crée cela en 1799, c'est pour faire plaisir à ses amis, ses compagnons de guerre, les Berthier, les Las Casas. Et nous voyons aujourd'hui comment cette même Légion d'honneur, c'est-à-dire que les médaillons, les médaillons républicains deviennent un véritable marché. Parce que les États africains, en s'inspirant de Napoléon, mais pratiquent
ce qu'on peut appeler une sorte de commerce d'État. Mais toujours Napoléon. Hein? Il confixe la Révolution française. Mais c'est sa propre famille qu'il met. Et aujourd'hui, non, j'en arrive. Lorsqu'aujourd'hui, on accuse certains leaders africains d'avoir leurs parents aux affaires, voyez-vous. Mais c'est ce qu'a fait Napoléon. Toute la famille de Napoléon a régné en Europe. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il a retardé la Révolution française. Et c'est pour ça que De Gaulle, lorsqu'il le citait hein, dans ses mémoires de guerre, ou lorsque Malraux parle de lui dans les chaînes qu'on abat, derrière l'admiration, il y a quand même un mais. Et avec Napoléon, on a toujours des mais derrière sa grandeur. Alors, monsieur Akono, avec tout ce que venait de nous dire monsieur Moussadji, tout ce qu'il vient de nous rappeler, la question qui me vient, c'est de savoir, alors, Napoléon a-t-il influencé les leaders africains actuels? Vous savez, lorsqu'on est leader, on a toujours un modèle. On a toujours un modèle. On a toujours un miroir dans le passé. Quelqu'un à qui on veut ressembler, c'est comme un enfant. Il veut ressembler à son père. Un petit garçon, une petite fille voudrait ressembler à sa mère. Donc, aujourd'hui, il serait difficile de dire que Napoléon n'a pas influencé les leaders africains. Comme je l'ai dit déjà, que le concept de France-Afrique est défini par Napoléon. Et les gaullistes, après la Seconde Guerre mondiale, ne font que reprendre l'héritage de Napoléon. Maintenant, ici, en termes de grandeur, tout homme d'État qui accède au pouvoir suprême rêve d'élever sa nation au firmament. Donc, de cela, vous avez Napoléon, qui est un exemple. Vous avez Alexandre le Grand de Macédoine, qui est souvent cité en exemple. Soudjanta Keïta, dit-on qu'il voulait ressembler à Alexandre le Grand. Vous avez Jules César, même Hitler. Hitler, à la fin, quand j'essaie un peu de voir le personnage, il a eu des ambitions napoléoniennes. Et quand vous regardez même l'extension du territoire allemand, en fait, c'était calqué au modèle de Napoléon. Même lorsqu'on lit son ouvrage, Mein Kampf, c'est le modèle napoléonien. Napoléon a voulu élever la France et la culture française au-dessus des nations et des cultures. Et lorsque vous voyez Hitler, Hitler veut élever le peuple allemand au-dessus des autres peuples. Donc lorsque nous redescendons en Afrique, à de nouveaux États, des Africains qui goûtent à l'exercice du pouvoir, à partir de là, certains vont prendre goût à cet exercice, au prestige, au luxe qui entoure le pouvoir. Et beaucoup vont vouloir s'en accaparer. Et lorsqu'on a le modèle en Afrique francophone, on assiste à une patriamonisation du pouvoir. Le pouvoir devient un patrimoine, quelque chose qui appartient à un groupe très fermé, tout comme l'avait fait Napoléon avec ses amis, avec sa famille. On a vu il y a 2 ans quelques jeunes compatriotes aujourd'hui qui ont accédé au pouvoir, qui ont accédé au sommet de l'État. Mais lorsqu'on arrive aux décorations, comme l'a dit M. Moussadji, mais la majorité des gens qui ont reçu des décorations ce 17 août-là étaient membres d'une même association politique. Les plus hautes distinctions de l'État ont été attribuées à des amis d'une certaine sphère politique. Malheureusement, c'est savoir satisfaire ses amis. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent, la plupart d'entre eux se retrouvent à 100 familles aujourd'hui. Donc comprenez qu'une fois on accède au pouvoir, on veut gouverner avec ses amis. Okay? On veut bénéficier des prestiges du pouvoir avec ses amis. Mais qu'est-ce que moi je retiens également de Napoléon? C'est ce grand bâtisseur-là. Il a pensé Paris. Il a voulu que Paris soit l'image de ses victoires en Europe. Il a donné une certaine allure à Paris. L'Arc de Triomphe, les grandes avenues. C'est du Napoléon. Le pont Rivoli. C'est du Napoléon. Donc Napoléon,
c'est le mauvais côté où nos dirigeants d'Afrique francophone n'ont pas pris chez Napoléon. Non, pas que les dirigeants francophones. Non, mais Napoléon a été ce grand rêveur-là, grand africains. conquérant, grand protecteur de son pouvoir, mais également, il a grand bâtisseur de la France. Oui, même chez nous, il y a des bâtisseurs désormais sur ce plan-là. Je prends par exemple l'exemple de... Je prends l'exemple de Sassou Nguesso. Hein, Sassou Nguesso. Je reviens... Pourquoi je cite Sassou Nguesso? C'est parce que Napoléon introduit dans la nouvelle politique moderne le militaire. Vous voyez, Napoléon est de l'école militaire de Brienne. Sassou Nguesso a fait Saint-Cyr. Hein. Ils sont nombreux. Kadhafi, ainsi de suite. Mais voyez... Sankara. Mais voyez-vous, on ne peut pas être en réalité, voyez-vous, l'œuvre de César déjà. C'est là la relation entre Napoléon et César. César, il a conquis, mais il a conquis pourquoi? Mais pour changer l'Europe, pour changer le monde. Alexandre le Grand, hein, il faisait les conquêtes, pourquoi? C'était des conquêtes plus ou moins au service du progrès de l'humanité. On ne peut pas être napoléonien sans avoir ce sens du bâtisseur. Donc, même en Afrique, c'est vrai, du côté de Bokassa, il y a eu des situations que nous connaissons tous. Mais, voyez-vous, quand on prend par exemple Kadhafi, voyez-vous, de la même façon que Napoléon avait un rêve pour l'Europe, on a vu Kadhafi aussi avoir ce même rêve, même si cela a été brisé. De la même façon que l'autre là, Napoléon a construit son pays. Aujourd'hui, on le voit à travers beaucoup de tyrans. Hein? Je donne l'exemple. Aujourd'hui, si vous voyez par exemple l'œuvre de Sassou Nguesso. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Mais voyez, Napoléon, c'est lui qui va recréer l'université française. Mais si vous voyez l'université de Kintélé à Brazzaville, mais on se dit, mais tiens, mais cet homme d'épée là, mais c'est aussi un homme de l'esprit. Voyez-vous, il y a toujours cette ambivalence-là, dans les grandes œuvres de l'histoire, et surtout lorsque vous avez des hommes de la trempe de Napoléon. C'est-à-dire qu'il y a un peu le sens de l'ordre, pour ne pas dire la dictature, mais qui s'accompagne aussi de ce désir de la poigne. Hein, non, vous savez, amener un peuple au firmament, au développement, ne se fait pas... parfois, on peut accéder avec douceur, mais le plus souvent, lorsqu'on veut amener un peuple, lorsqu'on veut développer une nation, il faut parfois une dose de force. Et ça, Napoléon l'a dit. Napoléon a su le faire. Il a appliqué, vous voyez, lorsque vous voyez les figures de Machiavel, vous avez d'une part la ruse et vous avez la force. Ok? Et nous prenons toujours en exemple le renard et le lion. Machiavel, ok, a su jouer, Napoléon a su jouer, a su doser les deux paramètres. Ok? Imposer la force pour assujettir l'Europe et à l'intérieur utiliser la ruse pour museler les forces contradictoires. Et tout cela pourquoi? Pour que la France brille au milieu des nations. Or, lorsque vous regardez les œuvres de Napoléon, Napoléon également n'est pas seulement allé détruire. Napoléon est allé également copier les bons exemples. Si nous prenons le Code, on l'a vu lorsqu'il arrive en Égypte. Il a observé la société égyptienne. Il a vu que la société égyptienne était en avance sur la société française, sur plusieurs pans de la vie civile, sur l'organisation juridique, malgré la Révolution française qui consacrait les libertés. Et lorsque Napoléon arrive d'Égypte, il va maintenant mettre en place les codes napoléoniens. C'est-à-dire, il les a rédigés en s'inspirant du modèle qu'il avait observé en Égypte. Ce que l'histoire nous dit, c'est au retour de la campagne d'Égypte que Napoléon va se mettre à codifier la vie sociale. C'est un opportuniste. La vie sociale. Non, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et ça avait duré combien de temps? Parce que quand il rentre d'Égypte, on parle maintenant du style, le retour d'Égypte. Ça devient tout un style. Mais pour combien de temps? Non, mais vous savez. Non, mais ce retour d'Égypte aujourd'hui a laissé à la France des caisses de loi. Napoléon, c'est un champion de la communication. Ça dit qu'aujourd'hui, la grande communication s'en retrouve dans la sphère. C'est Napoléon. Parce que, voyez-vous, Napoléon, pour un moindre détail, il faisait de la pub, de la propagande pour montrer sa puissance et sa grandeur. Lorsqu'il arrive en Égypte, là, qui est à ses côtés là pour faire sa propagande? C'est Vivant Denon qui va écrire Voyage en haute et basse Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
en Égypte, là. Mais il a pillé les trésors. Et vous savez que le trésor de Napoléon, c'est le même trésor que va imiter Hitler. D'ailleurs, lorsque Hitler va arriver à Paris, il va commencer à piller cela. C'est ça, Napoléon. Mais moi, c'est surtout le problème. Moi, c'est qui... On est d'accord. Allez-y. Ce que je n'aime pas, c'est que peut-être dans nos pays, on imite mal Napoléon. Vous savez, ce que Napoléon a fait pour la Révolution française, c'est ce que dans nos pays, on a fait des conférences nationales. Vous savez, ce que Napoléon a fait il a mis un coup à la Révolution française. C'est ce qui s'est passé dans nos pays en ce qui concerne les conférences nationales. Vous savez, la conférence nationale est autre qu'une autre formulation de ce qui s'était passé au 18e, ce qu'on appelait les États généraux. Et vous voyez un peu en Afrique francophone, là, ce qui était un grand acquis. Dans les années 90. Oui, ça a été bousillé, désespoir, déçu. Et le drame, c'est que peut-être on imite un peu mal. Je le dis encore. Moi, je ne suis pas très d'avis lorsque vous dites que Napoléon... En fait, c'est l'histoire. Et l'histoire est nourrie par ces grands événements et par ces grands hommes. Oui. Okay? Donc Napoléon a été ce grand homme-là qui a vite compris le contexte et qui a compris le danger de remettre peut-être le peuple par l'exercice de le pouvoir au peuple par l'exercice de la démocratie dans un contexte plus ou moins conflictuel. Parce que le contexte après la Révolution, les monarchies d'Europe ne sont pas favorables à la fin des privilèges. C'est une menace pour les autres monarchies. La France vient de décapiter son roi. Est-ce que les autres peuples, par effet domino, par effet de ruissellement, ne vont pas copier le modèle français et décapiter à leur tour leur roi? Et lorsque Napoléon se rend compte également de la cacophonie au sein des gouvernements civils, je l'ai dit en début, Napoléon en tant que bon soldat se rend finalement compte qu'il va falloir restaurer l'autorité de la France, qui peut être menacée par ceux-là qui ont été acteurs de la Révolution, et que la Révolution française, accordant certains droits politiques au peuple, ces droits politiques mal exercés peuvent entraîner la chute de la France, peuvent à la fin ramener la dynastie des Bourbons au sommet et repartir à la case départ. Et je peux même dire qu'ici, Napoléon, en faisant son coup d'État, a en quelque sorte à jamais sauver les acquis de la Révolution française. Parce que les Bourbons, le jeu des puissances monarchiques d'Europe n'a pas marché, parce que Napoléon s'est présenté ici comme un rempart anti-monarchique, bien qu'il ait mis en place un autre système monarchique impérial. Mais après sa mort, la France est revenue sur l'ordre républicain. Alors, nous allons revenir sur l'ordre monarchique impérial. Napoléon, nous l'avons vu, il a instauré même une dynastie française à travers l'Europe, parce qu'il a conquis une bonne partie de l'Europe. Oui, il a conquis l'Europe. Et là, nous constatons que tous ceux qui étaient des gouverneurs, des représentants de l'État français dans ces partis, c'était les membres de sa famille, c'était sa belle famille. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, monsieur Sadji? Ou bien vous voulez d'abord répondre? Non, je n'ai pas à répondre à M. Akono. Ça dit que M. Akono parle d'un Napoléon très français. Or, moi, ce qui m'intéresserait, c'est surtout, comme l'intervenant dans le documentaire là, de la télévision française, en quoi, quel est l'héritage de Napoléon chez nous en Afrique? Voyez-vous que cet héritage nous pèse, ça pèse encore sur nous. Ça pèse encore sur nous. Et c'est ce qui est intéressant. Vous voyez par exemple, vous savez l'homme le plus riche de la France au temps de Napoléon, c'était qui? C'était son oncle, le cardinal Fesch. C'était l'homme le plus riche en France. Quand vous arrivez à Ajaccio, chez lui en Corse, c'est monumental. Donc, voyez-vous, il met tous ses parents. Mais voyez-vous que nous entrons là dans un système qui aujourd'hui pèse dans nos pays africains, puisque nos leaders sont napoléoniens. Ça pèse. Par idéologie. Oui, par idéologie. Voyez-vous, ils sont napoléoniens. Vous imaginez toute une famille aux affaires, comme au temps de Napoléon. Et c'est pour ça que les grands comme les Victor Hugo commençaient à dire, au lieu de Napoléon le Grand, nous avons Napoléon le Petit.
Maintenant Napoléon le Petit. Mais parce que, entre le grand rêve de la Révolution et l'ordre napoléonien, quoique la France fleurissait, mais il y avait un grand écart. Il y avait un grand écart. Et c'est ça qui fait de telle sorte que l'héritage de Napoléon, que ce soit en France, il est toujours discutable. Vous savez, encore un autre scandale de Napoléon. Allez-y, allez-y. Il a vendu la Louisiane. Hein? Effectivement. La Louisiane, c'est une grande... C'est peut-être même l'une de ces grandes bêtises hein, que l'élite française ne lui a pas pardonné. C'est une de ces grandes bêtises. Mais que voulez-vous? Ce que l'on peut dire de l'héritage de Napoléon, par exemple, en Afrique, c'est que il manque peut-être ce grand romantisme-là. Voyez-vous, Bokassa, lorsqu'il imite Napoléon. Et vous savez, sa femme, c'est qui? C'est l'impératrice C'est l'impératrice Joséphine, hein, qui était gabonaise, hein, soit dit en passant. Mais vous savez, c'est que ça fait comme scandale à la fin. Ce lien étroit avec la France que Napoléon donne comme ordre en ce qui concerne la colonisation. Et vous voyez que De Gaulle, Malraux, ce sont des grands admirateurs de Napoléon, quoique on cite plus ou moins, quoi qu'ils reconnaissent ses travers. Mais ce Malraux qui cite, qui passe des nuits avec De Gaulle à parler de Napoléon, c'est pas celui-là dont on a réalisé une émission ici, qui vient en Afrique pour représenter le général De Gaulle lors des indépendances africaines. Vous voyez, il faut combien de fois l'idéologie de napoléonienne traverse le temps jusqu'à Malraux pour nos indépendances. Et nous savons tous ce qui se cache derrière ce grand discours d'André Malraux. Mais c'est Napoléon, c'est exactement ce que Napoléon a posé en acte en ce qui concerne Haïti. Et c'est pour cela que du côté des Antilles, lorsqu'on parle de Napoléon, voyez-vous, il y a toujours un goût amer, parce qu'il y a eu un goût d'inachevé. Et il a fallu attendre plus d'1 siècle pour que se posent encore les questions des indépendances. Alors qu'au même moment, quand se pose l'indépendance d'Haïti, en Amérique du Sud, au Brésil avec les Simon Bolivar, hein, les Bolivar et autres, mais les révolutions se passent normalement. Mais Napoléon pose ce qu'on appelle l'aristocratie de couleur dont parlait Condorcet au XVIIIe siècle. Qu'on mette fin à l'aristocratie de couleur. Et ça, c'est Napoléon. Et voyez, la preuve en est que jusqu'à présent, les questions d'identité, la question du noir en République française, elle est toujours posée. Au temps de Napoléon, c'était encore embryonnaire. Mais comme les solutions n'avaient pas été trouvées, un peu comme la question noire aux États-Unis, aujourd'hui, elle s'amplifie. Voilà la grandeur de Napoléon. Voilà l'ambiguïté de Napoléon. Et comme vous l'avez su le dire, c'est que les grands hommes, hélas. Bon, nous sommes allés vers la fin de l'émission. Oui. Alors, la question qui me vient, elle s'adresse à vous deux. Hein. Existe-t-il de changements dans l'idéologie napoléonienne, dans les relations qui existent entre la France, ses territoires d'outre-mer et les pays africains? Je vais prendre votre avis, M. Akono. Des changements aujourd'hui dans le monde actuel, j'espère. Effectivement. Bon, je pense que la France n'a pas changé de position. Parce qu'il en va de sa prospérité économique, sa prospérité sociale. Parce que lorsque De Gaulle va signer les accords, ok, nous avons l'Union française en 1946, sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, on va accorder certains droits aux colonies, aux territoires d'outre-mer. En 1956, avec la loi cadre, okay, il y aura un prolongement de certains. En fait, on parlera plutôt d'assimilation. C'est-à-dire on veut amener le colonisé à s'assimiler aux Français. Donc ici, on est toujours dans le prolongement du rayonnement culturel de la France, okay, de la France en tant que référence culturelle politique à travers le monde. Et lorsque De Gaulle arrive en 1958, avec la fin de la 4e République, il lance la 5e République, il y aura toujours cette continuité. De Gaulle, en perdant l'Algérie, va toujours dans la même logique de
Napoléon assujettir les colonies d'Afrique subsaharienne. Pas parce que les peuples y intéressent, on veut indexer ces peuples à la France, mais parce que ces territoires-là constituent l'espoir économique de la prospérité économique de la France. Napoléon restaure alors l'esclavage à cause des raisons économiques, l'approvisionnement en sucre. Et ici, la France, en perdant l'éponge à pétrole du Sahara algérien, va jeter son dévolu sur les pays d'Afrique subsaharienne qui doivent maintenant entretenir son approvisionnement en matières premières. Et parce précisément que ici, ceux de l'Afrique centrale. ceux de l'Afrique centrale, parce qu'ici nous sommes dans le cadre de la reconstruction de l'Europe. On a une Europe qui se réindustrialise après la guerre. Il faut des matières premières, il faut des ressources énergétiques et la France n'a presque pas ces matières premières-là. Il faut s'en approvisionner quelque part à moindre coût. Tout comme le sucre, au XVIIe, au XVIIIe siècle, l'Afrique subsaharienne devient ce territoire-là qui doit contribuer à la prospérité économique. Et ici, Donc, De Gaulle... Vous venez nous dire que c'est ce qui se perpétue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis souvent posé la question, la décolonisation de l'Afrique francophone. OK? Processus achevé ou inachevé. Parce que on a eu une indépendance de fait, mais processus inachevé parce que les mécanismes économiques et industriels sont restés entre les mains d'une aristocratie Nous allons aborder ça dans une prochaine émission. Monsieur Moussadji, existe-t-il un lien entre dans les relations napoléoniennes entre la France et ses États d'outre-mer et les pays africains? Oui, mais moi je pense que la politique française actuelle, dont les jalons ont été posés par De Gaulle, je crois que c'est l'aboutissement du rêve napoléonien. Mais voyez-vous, je reviens encore sur la force de l'image de Napoléon dans les institutions africaines. C'était un grand homme, hein? Il a créé l'université. C'était un grand homme. Mais voyez-vous la survivance de sa mémoire en politique africaine, cela s'est encore manifesté il y a quelques mois lorsque le président Ouattara était intronisé. Il était invité qui? Denis Sassou Nguesso. Et comment est-ce qu'il appelait le président Denis Sassou Nguesso? L'empereur. Or, nous savons que Napoléon, c'est l'empereur des Français. Et nous savons tous aussi que l'histoire nous apprend que tous ceux qui ont ce titre... Oui, mais ils mettent longtemps. Vous voyez même avant sa mort, il s'est fait appeler maréchal. Voilà, donc on a toujours ces rêves de grandeur. Ce rêve de grandeur de Napoléon. Mais tout ce que nous demandons, c'est que de la même façon que Napoléon a travaillé pour la France, de la même façon que Napoléon a fait briller la France, que nos empereurs... fassent la même chose, qu'ils fassent des choses qui doivent marquer l'histoire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'empereur, ils font comme... Non, je pense qu'il y a des empereurs qui ne se déclarent pas, mais ils le sont dans les actes et dans les faits, pourvu que l'Afrique avance, pourvu qu'il y ait des choses qui restent dans l'histoire. Parce que Napoléon était toujours marqué par cette survie de son nom dans l'histoire. Et je sais que tout ce que nous dirigeons en Afrique, et ça j'en suis conscient, ils vont laisser une trace grandiose dans l'histoire, tout en sachant qu'il y aura toujours des partisans, il y aura toujours des adversaires. Mais c'est ça l'histoire. On ne peut pas faire l'histoire sans qu'il y ait quelque part des gens qui revisitent votre œuvre. Alors, donc, de tout ce que vous venez de nous dire ce soir, nous pouvons retenir quand même que, M. Abdallah, nous pouvons retenir que Napoléon, c'est un grand homme qui peut servir de modèle. Oui, personnellement, je pense que Napoléon, en termes de génie créateur, Napoléon a été un modèle dans la construction des institutions, dans l'aménagement du territoire. Ok, donc ici... Là, c'est le géographe qui parle. Napoléon, ne voyons pas Napoléon comme ce guerrier, comme ce va-t-en-guerre capable de pratiquer la politique de la terre brûlée. Donc ici, retenons plus ou moins dans l'œuvre de Napoléon, en fait, ce qu'il y a de bien. Parce que dans tout personnage historique, il y aura toujours une dialectique, il y aura toujours une opposition.
Et dans l'histoire, lorsque nous faisons le procès, parce qu'aujourd'hui nous sommes là en train de faire le procès de Napoléon. Nous jugeons l'œuvre de Napoléon. Vivement que demain, tous ceux-là qui auront eu la chance d'être élevés au sommet de leur nation puissent, à l'image de Napoléon, apporter quelque chose de positif. Et quoi que l'on dise de négatif, mais à la fin, retenons ce que Napoléon a fait de bien. Monsieur Msadji, Oui. Napoléon, c'est un grand homme. Non, Donc, il peut servir de modèle pour nous. Mais moi, Qu'est-ce que vous non, dites? mais je suis un grand admirateur de Napoléon. Hein. La preuve en est, j'ai toujours passé tout mon temps à méditer sur les tableaux de David, hein, Charles-Louis David, hein, le sac de Napoléon. Mais voyez-vous, pour moi, c'est cet héritage-là. Regardez comment est-ce que les historiens africains ont qualifié Tchaka. Il l'appelait comment? Le Napoléon africain. Voyez-vous que cette émission montre à sa juste valeur qu'il y a comme dans la conscience collective africaine, hein, l'ombre de ce grand homme. Oui, Napoléon, c'est un grand homme. Et peut-être moi-même, je suis très napoléonien. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons prendre d'abord votre mot de la fin. Bon, ici, Napoléon, grand personnage de l'histoire française post-révolution. Oui. Mais avec quelques zones d'ombre, ce que je suggère aujourd'hui, que l'on retienne les points positifs, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau sale. Napoléon a agi dans l'intérêt du peuple français, uniquement dans l'intérêt de la France. Donc, qu'il ait posé des actes qui vont à l'encontre des principes de liberté des droits humains en Europe, en Afrique, ça, moi je dirais que c'est bien normal. Parce qu'on a toujours ce besoin-là de protéger ses acquis, de défendre sa patrie, quel que soit le prix. Et Napoléon, en tant que grand homme, l'a compris en son temps. Et aujourd'hui, d'autres ont pratiqué les méthodes napoléoniennes. Donc cela ne finira pas. Mais que l'on élève Napoléon à juste titre au firmament des grands hommes. Monsieur Msadji, Oui. le petit-fils de Napoléon. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir dans l'histoire de Napoléon aussi, c'est très important, puisque déjà en Afrique, nous avons des règnes où les pères ou les fils succèdent à leur père, ou peut-être les membres de famille succèdent à leurs ancêtres. Voyez-vous, dans le cas de Napoléon, 1821, c'est la fin de son histoire. 1814, il est battu à Waterloo. Mais qui remplace Napoléon au pouvoir? C'est autre que son neveu, Napoléon III. Et Napoléon III va poursuivre l'œuvre de son oncle pour bâtir Paris, hein, avec un préfet qui était originaire d'Alsace, qu'on appelait le baron Haussmann. Et quand j'arrive à Paris, c'est toujours un hommage que je rends à cet homme-là. C'est pour dire quoi? C'est qu'en réalité, on peut confisquer parfois les libertés, mais cela peut toujours être utile au peuple. Ça veut dire qu'un homme peut parfois succéder à son père ou à son oncle, comme Napoléon III a succédé à son oncle, et puis faire une œuvre grandiose. Et aujourd'hui, on peut dire que dans l'histoire de France, quoique en historien, je constate qu'ils ont donné un coup de frein à la Révolution française, mais n'empêche que de Napoléon Ier à Napoléon III, une page de l'histoire de France s'est écrite à travers une famille, celle de Napoléon, qui n'était pas en fait des Français de souche à l'époque, mais qui étaient d'Ajaccio, presque des Italiens. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice et aujourd'hui, leur famille pratiquement a disparu sur la scène politique. Tant mieux, leur héritage est là. Et à tous ceux-là qui pensent que, à tous ceux-là qui ont un rêve pour le Gabon, un rêve pour l'Afrique, hein, que Napoléon serve de bel exemple dans les partis politiques, serve d'exemple pour les familles, car de Napoléon Ier à Napoléon III, c'est le neveu qui a parachevé l'œuvre de l'oncle, donc une dynastie qui a su faire. Merci, merci M. Msadji, merci déjà, hein, pour cette amitié que vous nous avez encore offert cet après-midi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission, mais nous allons quand même vous laisser avec cette pensée de Napoléon qui dit, je le cite, « Il n'y a qu'un secret pour mener le monde, c'est d'être fort, parce qu'il n'y a dans la force ni erreur ni illusion. C'est le vrai mis à nu. »
Merci de nous avoir regardés. Nous saluons comme ça notre ami Hamid Dadi depuis le quartier d'Akanda dans Libreville. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous laissons comme ça accompagnés de nos programmes de Nour TV. Excellent week-end, bon début de semaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.